je suis, mesdames et messieurs les participants, je suis très honoré d'être là parmi vous pour donc ouvrir ce séminaire de formation sur les questions de finances publiques, de budget et de stratégie de réforme du secteur de la sécurité. Je suis honoré parce que tout simplement, j'ai vu pendant une vingtaine d'années comment le Centre d'études stratégiques africaines a évolué et comment il s'est situé dans la bonne trajectoire pour aujourd'hui ramener des femmes et des hommes, des civils et des militaires de pays différents du continent pour être ensemble et être à l'écoute du monde et bâtir les meilleures stratégies de sécurité. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est le lien, la relation ou la nécessité de lier les allocations budgétaires et d'une part et la réforme stratégique des secteurs de la sécurité. Alors, c'est un point extrêmement important et vous allez vous rendre compte tout de suite. Non seulement il est important pour le secteur de la sécurité, mais il est important pour toutes les organisations humaines qui ont pour but de rendre l'action collective plus efficace, dont l'armée, les entreprises. Et donc c'est un problème général qui se pose à toutes les organisations humaines qui ont pour but d'améliorer l'efficacité. Parce que toujours, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Et c'est un principe très simple que vous verrez en économie, qui est normalement vrai aussi dans l'armée. C'est qu'il faut toujours concentrer les ressources là où elles sont le plus efficacement utilisées. Il faut allouer les ressources là où elles sont le plus efficacement utilisées, ça veut dire là où les orientations stratégiques sont les plus importantes. Et que normalement dans une organisation, quelle qu'elle soit, lorsque il y a des changements stratégiques, nécessairement et littéralement cela doit se voir dans le processus d'allocation des ressources et à la fin de la journée, on doit effectivement mais se rendre compte que la stratégie a changé, donc l'allocation des ressources a changé et ce n'est pas toujours les mêmes secteurs, les mêmes programmes, les mêmes actions, les mêmes activités qui ont eu les allocations et qu'elles avaient l'habitude d'avoir. Donc aujourd'hui, c'est au cours de cette problématique-là que nous allons donc nous insérer pour un peu parler des pays africains et parler plus précisément des expériences toutes récentes qui sont en cours et comment ce lien entre les orientations stratégiques des secteurs de sécurité et notamment des réformes des secteurs de sécurité et la gestion budgétaire et l'allocation des ressources est justement conduit. Bien entendu, il faut commencer par dire que notre histoire, c'est d'abord l'histoire d'un échec. Pourquoi je dis échec? Parce que tout simplement, nous avions eu pendant des décennies beaucoup de mal à faire la liaison entre les stratégies sectorielles de sécurité et les allocations budgétaires. Pourquoi? Pour deux raisons. Il n'y a pas eu ce lien entre les deux parce qu'il n'y avait ni l'un ni l'autre. Je m'explique. Il n'y avait pas de réforme, de stratégie de réforme du secteur de la sécurité. C'est tout récemment que les problématiques de réforme du secteur de sécurité ont été commencées à penser à faire l'objet donc d'un travail conceptuel d'élaboration. Et déjà même l'idée de secteur de sécurité en tant que tel n'est pas vécue réellement dans la plupart des pays où nous avons des forces armées séparées, les forces de police séparées et un dialogue très difficile entre les deux entités. Donc tout ce process-là qui a abouti à bâtir un système de sécurité et autre
un secteur de sécurité, et au-delà du secteur de sécurité, à penser à sa réforme, justement, n'a pas eu lieu pendant des décennies. De l'autre côté aussi, le processus budgétaire était extrêmement pauvre. On avait un processus dominé par un ministre des Finances ou du Budget, une primature souvent, mais qui subissait les choix du ministère de l'économie et de la défense, lesquels choix du ministère de l'économie et du budget sont dictés par des programmes extérieurs et qui étaient en général les programmes du FMI. Et ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est que, je parle d'il y a 2 décennies à peu près, que le FMI, au sein des institutions de Bretton Woods, avait un pouvoir extrêmement fort et que la Banque mondiale, qui devait s'occuper des problèmes de développement de secteurs, notamment économiques et de sécurité, était presque absent dans le processus où elle faisait tout juste une fonction, mais de figuration. Donc voilà le contexte. C'est un contexte politique dans lequel, au niveau international, il y avait un biais pour un processus budgétaire qui oubliait le secteur de la sécurité, un processus budgétaire qui était dominé par des contraintes de finances à court terme. Ça veut dire que les différents pays devaient rembourser leurs dettes et partant, c'était la réduction du déficit budgétaire qui était important. Et la réduction du déficit budgétaire, quand on l'impose, mais c'est les secteurs de la sécurité qui en font les frais. Autrement dit, le processus était très simple. Les institutions de Bretton Woods venaient au titre de l'article 4, en consultation tous les 6 mois, vérifier que le déficit budgétaire ne dépassait pas 3% et disaient que, en gros, le secteur de la sécurité, c'est le secteur résiduel sur lequel on fait tous les ajustements et qui fait le minimum. Parce que tout simplement aussi, il faut le dire, à l'époque, très peu de pays étaient ouverts dans des processus démocratiques et utilisaient un peu le secteur de la sécurité comme un secteur de répression. Donc c'était ça qui était dans la mentalité des institutions de Bretton Woods. C'était le secteur de la sécurité, ça fait de la répression. Il faut limiter le maximum. Et en le limitant, on lui donne le moins de ressources et on le déconnecte de tout le processus budgétaire. La conséquence, c'est donc qu'on donnait l'enveloppe qui restait à la police et à l'armée. Et donc, ces gens-là essayaient donc de s'ajuster comme ils pouvaient, mais tout simplement. Donc, dans ce contexte-là, bien naturellement, il n'y aura pas de lien entre les deux. Parce qu'il n'y a ni secteur de sécurité, ni réforme du secteur de sécurité, ni processus budgétaire. Et que forcément, nous allons parler de cette histoire-là comme de l'histoire d'échec. Donc, retenons très rapidement que les institutions qui devaient animer ce processus et qui sont le Parlement en général, parce que c'est eux qui votent le budget, ces institutions-là étaient plutôt instrumentalisées par l'exécutif et qu'ils servaient tout simplement de chambre d'enregistrement pour valider des budgets qu'une petite partie, qu'une minorité dans l'exécutif connaissait, décidait, ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fin de journée, les allocations étaient faites comment? Les allocations étaient insuffisantes. Deuxième chose, la pression et les relations personnelles avec les ministères des Finances et du Budget, disons ça brutalement, il s'agit de cela. En fin de compte, ces allocations-là étaient effectuées en fonction des relations, des lobbying, des affinités, ainsi de suite. Et que donc, il n'y avait pas ce processus budgétaire. La conséquence, bien entendu, était évidente. Lorsque dans une nation, on alloue les ressources souvent à des secteurs qui en ont moins besoin que d'autres, je donne un exemple très simple. Amusez-vous à analyser les budgets de votre pays, voyez ce qui va à la sécurité, voyez ce qui va à la politique en général, et vous voyez que beaucoup d'argent va à la politique et très peu à la sécurité.
Et donc, quand vous regardez un processus comme ça, qui va jusqu'au bout en concentrant les ressources entre les mains ou là où elles sont le moins efficacement utilisées pour la collectivité, ou en tout cas là où il y aura le moins d'impact possible pour l'avenir de la collectivité, vous avez bien sûr une détérioration progressive de l'État, de la gouvernance, un effondrement des fondations de la sécurité nationale. Et c'est ce qui s'est passé dans la plupart de nos pays. Et bien sûr, je voudrais citer les conséquences les plus évidentes qu'on a eues. C'est d'abord de l'indiscipline budgétaire, où nous avons des dépenses publiques qui ne sont pas contrôlées, qui vont dans tous les sens, avec tout le temps des rappels des institutions internationales pour venir recadrer le pays. C'est la détérioration des institutions qui sont chargées du budget, et notamment le Parlement qui n'effectue pas ses contrôles de défense. Par exemple, vous savez tous que nous sommes dans tous nos pays, c'est le Parlement qui est responsable de la politique de défense. Est-ce que vous avez vu animer des réflexions sur la politique de défense dans vos différents pays au sein des parlements? La réponse, c'est non. Donc, nous avons des institutions parlementaires qui doivent jouer un rôle central dans les politiques publiques et notamment dans les politiques de défense, qui ne sont pas tout le temps ni souvent consultées et qui sont très loin de ces questions-là. Et bien sûr, vous avez l'absence de lien, bien, comme je l'ai dit, entre les politiques publiques qui sont annoncées et le budget. Et je vais même plus loin. Vous avez souvent le budget qui est annoncé en début d'année. 3 mois après, vous avez une loi de finances rectificative, mais qui change complètement les allocations. Et vous vous demandez comment, en 3 mois, on peut basculer dans un pays sur les politiques et sur les allocations avec ces proportions-là. Et donc, c'est cela qu'on appelle en finance publique la question de la sincérité du budget. C'est-à-dire un budget, quand vous le faites, il doit être non seulement transparent, mais il doit être sincère et qu'il traduit réellement des politiques publiques qui sont soutenues dans ce sens-là. Et bien entendu, il y a un autre principe qui est l'exhaustivité, parce qu'un budget ne doit pas parler de certaines questions, exclure d'autres. Et c'est justement quand il s'est agi de réformer l'ensemble des finances publiques, qu'une pression est venue de l'extérieur, ça veut dire des finances, pour s'imposer au domaine de la sécurité et des forces armées. C'est la nécessité d'avoir un budget exhaustif, transparent, prévisible, qui a fait qu'au niveau de l'ensemble des pays, par exemple pour ceux qui appartiennent au West African Monetary Union, qu'on appelle l'UMOA, il y a des dispositions de finances publiques qui doivent être appliquées par l'ensemble des pays avant 2017 pour harmoniser et revenir sur toutes ces questions-là. Donc désormais, ça veut dire que le plus petit franc, le plus petit dollar alloué au secteur de la sécurité doit être reflété et visible dans le budget. Donc vous avez des contraintes de finances publiques qui vont se poser au secteur de sécurité et qui vont justement aider à aller un peu en avant et à appliquer justement ces réformes-là, qui vont faire des liens entre les finances publiques et les réformes des secteurs de sécurité. Sur les secteurs de sécurité proprement dit, je voudrais dire quelque chose de très important. Alors, l'idée d'avoir des stratégies sectorielles très claires sur la sécurité et la défense est venue justement des différents défis et des challenges qui ont eu lieu dans l'ensemble des pays africains. Je m'explique. Au début, lorsqu'on parlait de secteur et de développement sectoriel et de stratégie sectorielle, on pensait à l'agriculture, on pensait à la pêche, on pensait à l'hydraulique, mais on ne pensait jamais au secteur de la sécurité, c'est-à-dire le secteur que vous occupez. Donc, ce qui s'est passé, on s'est rendu compte que la plupart des pays souffrent, n'arrivent pas à avoir des taux de croissance corrects parce que, tout simplement, ils avaient des problèmes d'insécurité. Vous prenez un pays comme le Sénégal, la moitié, les quarts de son PIB, à mon avis, potentiel, est aujourd'hui handicapé et compromis par une rébellion qui, depuis plus de 25 ans, existe dans le sud du Sénégal. Donc, très rapidement, mais vous prenez le Mali, où j'ai eu à faire pas mal d'opérations de désarmement, vous avez une paix qui est perturbée, une paix civile. Donc, la nécessité de lier développement économique
et sécurité est apparu très rapidement aux yeux de la communauté. Et c'est à ce niveau-là, effectivement, que je pense que le Conseil de sécurité des Nations Unies a joué un rôle extrêmement intéressant. En quelle année? Je pense que c'est en février 2007, où à la 5632e session, il y a eu une résolution du Conseil de sécurité qui dit, en des termes clairs, les choses suivantes. Qui dit, premièrement, la sécurité est capitale pour le développement. Et deuxièmement, surtout plus important, qui donne aux pays la responsabilité première, partant de leur souveraineté reconnue, de définir eux-mêmes leurs priorités en matière de politique, mais de sécurité. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu effectivement une alliance et une sorte de caution au niveau international pour qu'on s'engage dans la définition non seulement des réformes de secteur de sécurité, mais qu'on mette les questions de réforme de sécurité au centre des processus. Bien entendu, mais me diriez-vous, oui, mais c'est très bien de poser les principes, et qu'est-ce qui va se heurter à la pratique? Bien sûr, et je reviendrai sur ces questions-là, sur ce qui se heurte à la pratique. Mais ce que je voudrais dire, c'est très rapidement, aujourd'hui, formellement, la question est résolue. Je parle de formellement. Je reviendrai sur les difficultés pratiques. Qu'est-ce que j'entends par formellement la question est résolue? C'est qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des pays, les réformes de secteur de sécurité sont traitées comme tous les secteurs, où vous définissez vos objectifs stratégiques. Donc, chaque secteur, protéger la mer, protéger l'air, contrôler la surveillance du territoire. Et donc, une fois que vous définissez vos objectifs stratégiques, vous dérivez un plan d'action prioritaire. Donc, couvrir l'espace territorial, ça se traduit par action prioritaire 1, action prioritaire 2, et vous avez ce que l'on appelle des plans d'action prioritaire, que l'on appelle des PAP. Et chaque PAP, justement, sur l'horizon de planification que vous avez considéré, qui peut être de 3 ans, de 5 ans, vous mettez année par année, bien sûr, les chiffres et les estimations et les budgets et les allocations que vous attendez pour mener à bien cette action. Et c'est donc partant de ce cadre pluriannuel de 3 ou de 5 ans que l'on appelle cadre à moyen terme, que votre budget de cette année doit être automatiquement dérivé parce que la première année, c'est ce qu'on appelle le budget. Donc, au lieu de faire comme avant, partir d'une année 1 pour aller à une année 2, on fait l'inverse. Ça veut dire qu'on part de 5 ans et on marche à reculons pour déterminer la première année, le montant des budgets. Et cette démarche-là n'est rien d'autre que ce qu'on appelle la démarche de planification stratégique. Donc, quand on fait de la planification stratégique, on part par le haut, donc on commence par les objectifs stratégiques, on descend jusqu'au niveau opérationnel, et on prend l'horizon le plus long et on va vers l'horizon le plus bas. Alors qu'en termes d'implémentation, on fait l'inverse. On commence par le bas pour mettre en œuvre, et en montant, on regarde les erreurs qu'on fait et on rectifie. Parce que tout simplement, on ne peut pas engager des ressources comme ça, mais de cette façon-là, et se tromper. Donc, cette démarche de planification stratégique, aujourd'hui, elle est assurée. Et c'est mon plaisir de dire qu'il y a 4 ou 5 jours, j'ai dirigé un exercice de planification au Sénégal avec la gendarmerie, avec la marine et l'infanterie, sur justement notre plan, notre stratégie de développement économique de 2013 à 2017. Il faut mettre tous les corps de l'armée en face, réfléchir donc sur les menaces nouvelles, bâtir une stratégie. De la stratégie et des objectifs stratégiques, on bascule vers un plan d'action. Et le plan d'action, il est matérialisé par des dépenses, par un programme d'investissement sur 3, sur 5 ans. Et ça va permettre justement d'avoir un processus d'allocation de budget dans un cadre pluriannuel. Et ces cadres-là sont appelés cadres de dépenses à moyen terme, et en anglais, Medium Expenditure Framework. OK?
Medium Term Expenditure Framework. Donc aujourd'hui, c'est clair, on sait comment le faire. On sait que, il faut d'une part mener une réflexion stratégique sur la réforme des secteurs de sécurité, avoir des objectifs stratégiques clairs en matière de réforme, du secteur de sécurité, dériver des plans d'action, faire des budgets pluriannuels, et avec les budgets pluriannuels, on a justement un instrument, mais de pilotage de la performance, parce que chaque année, on voit les budgets, on voit les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels dans lesquels ils ont été déclinés, et en fonction de la confrontation, on ajuste, et normalement, on doit modifier les enveloppes. Parce que lorsque des entités n'ont pas efficacement utilisé les ressources qu'on leur a allouées et que d'autres le font bien, il va falloir changer les modes d'incitation et réajuster les enveloppes. C'est comme ça que le processus doit marcher, pour que vous ayez une liaison intelligente, un lien qui est organique entre la stratégie de réforme de sécurité et le processus d'allocation des ressources. Alors, bien entendu, me diriez-vous, il y a des obstacles. Alors, le premier obstacle, il est éminemment politique. Il est politique parce que c'est bien de dire aux militaires de faire un exercice de planification stratégique, mais en dernière instance, si dans les arbitrages budgétaires, le corps politique ou la hiérarchie politique ne donne pas les moyens, et vous vous retrouvez devant un problème, bien entendu, évident. Je donne par exemple un exemple à mes chers camarades. Par exemple, le budget de la défense, en pré-arbitrage, lorsqu'il passe en arbitrage, il est coupé de 30% à peu près, avec 40% sur le fonctionnement et 25% sur les investissements. Donc, le point le plus important, il faut le savoir, c'est que vous ne pouvez pas avoir de réforme du secteur de la sécurité si vous n'avez pas au plus haut niveau, et je parle du président de la République, du Premier ministre et du ministre de la Défense, un engagement qui est extrêmement fort et une conscience claire des enjeux de la sécurité. Et malheureusement, dans nos différents pays, les interlocuteurs qui doivent faire l'interface entre les secteurs de la sécurité et le corps politique n'ont ni le profil, ni la capacité, ni les compétences pour saisir les enjeux d'une réforme des secteurs de la sécurité. Ça, c'est un défi extrêmement important qui touche aux relations civilo-militaires. Ça fait des années et des décennies que je passe mon temps à dire que les concepts de défense globale, c'est une affaire civilo-militaire et que la défense est trop importante pour être laissée aux militaires. Et que les militaires, l'armée et la police ne peuvent pas défendre un pays ni assurer sa sécurité. C'est une affaire collective qui engage aussi bien les civils que les militaires. Et vous le verrez d'ailleurs avec les nouvelles menaces, le terrorisme et plein d'autres choses, mais qui expliquent bien entendu que c'est une affaire collective. Donc le processus, il est global, et le concept de défense est un concept que la politique doit définir. Et c'est pourquoi la sensibilisation des politiques est extrêmement importante. Mais pour une raison très simple. Dans une démocratie, ceux qui ont les armes ne peuvent pas avoir la décision de les utiliser. Et forcément, il faut laisser aux civils la décision et l'arme aux militaires et aux policiers. Et c'est comme ça que les choses doivent marcher. Donc, il y a un problème qui me paraît extrêmement important, c'est la culture sur les questions de sécurité que l'ensemble de la classe politique doit avoir pour vraiment mener à bien ces questions de défense et de sécurité. Le deuxième obstacle, c'est bien sûr, une fois qu'on a la planification stratégique, qu'on a la volonté politique et qu'on remet les choses, il va falloir bâtir un projet crédible de renforcement de capacité. Aujourd'hui, il est important que les cadres de dépenses à moyen terme dans les différentes armées, dans les sécurités, fassent l'objet de formation pour que le point focal du ministère du Budget ou de l'économie et des finances au ministère de l'Intérieur ou au ministère des Forces armées soit très bien outillé pour justement mettre en place ce processus-là. Donc il y a un projet de renforcement de capacité, il y a des programmes à concevoir, mais je le dis sous l'œil vigilant du professeur Malakias. Donc il y a tout un ensemble de choses, d'outils, à mon avis, à concevoir, mais pour l'avenir, pour que nous ayons des femmes et des hommes compétents pour justement mener à bien ce processus-là et voir les instruments.
Mais une fois donc que la volonté politique est, et que le renforcement de capacité est, et que donc les institutions au niveau international mais soient sensibilisées, je pense que ces questions de lien entre la sécurité et les budgets ne sera pas un mauvais problème. Donc voilà un peu, et je pense que tout simplement nous allons dans le bon sens, et je laisse le reste du temps aux questions que nous allons échanger entre nous, les questions et réponses autour de notre conférence. Je vous remercie de votre attention.